mais il ne les a pas aimés. Il va s'opposer à ce qu'on appelle l'interprétation orthodoxe de la physique quantique. D'où le petit dessin que j'avais mis sur mon premier transparent, une phrase tirée d'une lettre d'Einstein à De Broglie dans laquelle il dit vraiment les quantas, il commence à me pomper l'air, si vous me passez l'expression. D'accord ? Donc, la véritable naissance de la physique quantique, c'est 1905. Non pas où on aurait, dès cette année-là, le formalisme de la physique quantique, mais on comprend cette année-là que la physique classique est en train de mourir. Bon, je passe tout ça parce que j'ai pas le temps. Et j'en viens à une autre date très importante, qui est 1913. 1913, c'est l'année au cours de laquelle la constante de Planck, qui avait fait son entrée dans la lumière en 1905, va faire son entrée dans la matière. Là, on pourrait raconter toute l'histoire de la physique quantique comme une sorte de colonisation de toute la physique par la constante H. H va pénétrer toute la physique, petit à petit, sauf la gravitation, on y reviendra peut-être, et ça va se faire progressivement. Donc 1913, la constante de Planck fait son entrée en matière. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, on connaît déjà l'existence de l'atome. L'atome a été découvert expérimentalement en 1906, à la suite des papiers théoriques d'Einstein de 1905, par Jean Perrin. D'accord ? On sait que les atomes émettent de la lumière, et là, on a quelques raies dans la partie visible du spectre, qui sont les raies émises par l'hydrogène, donc à des longueurs d'onde que j'ai indiquées ici. Donc on sait que le spectre de la lumière émise par les atomes est un spectre discret, c'est-à-dire il y a certaines valeurs de l'énergie pour la lumière émise qui sont autorisées, et puis d'autres qui sont interdites. En 1911, un certain Rutherford avait fait une expérience assez célèbre, qui avait montré que l'atome, en fait, est un édifice composite. On pensait que l'atome était insécable, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait appelé atome, qui ne peut pas être coupé. Et puis on découvre qu'en fait l'atome, il a une structure interne, il contient des particules plus petites que lui. Donc il contient un noyau, et puis des électrons qui tournent autour. D'accord ? Alors dans le cas de l'hydrogène, le noyau c'est tout simple, c'est un proton. C'est le plus petit des noyaux, le proton, autour duquel tourne un seul électron, et ça fait le proton plus l'électron, l'atome d'hydrogène. Et Rutherford, il s'était dit, il a écrit un papier absolument incroyable en 1911, dans lequel il dit, finalement, un atome, c'est comme un système planétaire, dans lequel vous remplacez le Soleil, autour duquel tournent les planètes, par le proton, ou le noyau, d'une façon plus générale, et puis vous remplacez les planètes qui tournent autour du Soleil par les électrons. Donc c'est la même chose que le système solaire, sauf qu'on a remplacé la nature des objets. Quel était son argument ? C'est que la force électrique qui fait que les électrons sont attirés par le proton a la même dépendance par rapport à l'espace, par rapport à la distance, que la force gravitationnelle. Vous savez que la force gravitationnelle, elle décroît comme l'inverse du carré de la distance. Eh bien, la force électrique, elle décroît elle aussi comme l'inverse du carré de la distance. Donc c'est des systèmes qui, du point de vue dynamique, sont exactement les mêmes. Et donc tous les calculs sont faits. Les calculs ont été faits par Kepler et Newton. Donc il n'y a plus rien à faire. Le fait que la force soit en 1 sur R2, ça signifie que les électrons vont avoir une trajectoire autour du proton, qui sera une trajectoire elliptique, comme les planètes ont une trajectoire elliptique autour du Soleil. Donc si je prends l'atome le plus simple, qui est l'atome d'hydrogène, l'électron tourne autour du proton selon une trajectoire elliptique dont le proton occupe un des foyers. De la même façon que la Terre tourne autour du Soleil selon une trajectoire elliptique dont le Soleil occupe un des foyers. Pareil, tous les calculs sont faits. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle le modèle de Rutherford. Et c'est un modèle ultra agréable. Pourquoi ? Parce que quand un électron tourne autour d'un proton, l'électromagnétisme, qui était bien connu à l'époque, dit que ces électrons rayonnent de la lumière. Un électron qui tourne, ça envoie de la lumière. Et donc on comprend pourquoi les atomes émettent de la lumière. Donc Rutherford, tout content. On comprend la structure de l'atome, et on comprend pourquoi cette structure explique
enfin permet l'émission de lumière par les atomes. Le problème, c'est que vous voyez, cette lumière qui est émise par les atomes, c'est pas celle qu'on mesure. Parce que dans l'atome de Rutherford, l'électron est censé tourner sur une ellipse, bon, on va dire un cercle, mais comme il perd de l'énergie parce qu'il émet de la lumière, les lois de Kepler qu'on a invoquées tout à l'heure disent que la trajectoire de l'électron doit devenir de plus en plus confinée, se rapprocher du noyau, et l'électron doit finir par tomber sur le noyau. Donc si Rutherford a raison, certes, l'atome émet beaucoup de lumière parce qu'il émet toutes les longueurs d'onde dans sa chute, mais l'électron doit finir par tomber sur le noyau, parce qu'il a perdu son énergie, en émettant de la lumière. Ce rayonnement qu'émet un électron qui tourne autour d'un proton, c'est ce qu'on appelle le rayonnement synchrotron. Parce qu'en fait, une particule chargée qui est accélérée, accélérer, ça ne veut pas dire qu'on augmente sa vitesse, ça veut dire qu'on change sa vitesse. Donc si on, par exemple, qu'elle garde la même vitesse mais qu'elle change de direction, elle suit un virage, si vous voulez, eh bien elle émet de la lumière. Le synchrotron Soleil qu'on a inauguré à Saclay il y a un mois, c'est une machine qui accélère des électrons dans un anneau de quelques centaines de mètres, et ces électrons, comme ils tournent, ils émettent de la lumière synchrotron qu'on récupère pour faire de la physique. Ça s'appelle Soleil, mais ça n'a rien à voir avec le Soleil. D'accord ? Là, j'utilise des termes qui peuvent prêter à confusion, mais donc ça, c'est de la lumière synchrotron. D'accord ? Cette lumière étant émise par l'électron qui tourne autour du proton, va finir par provoquer l'effondrement, la chute de l'électron sur le noyau, et du coup, il n'y a plus d'atome. Donc, d'après le modèle de Rutherford, l'atome est une entité physique de durée très courte. Et quand on fait le calcul, on trouve une nanoseconde, c'est-à-dire un milliardième de seconde. Donc ça, c'est contraire avec l'expérience. Les atomes sont des êtres stables, en tout cas ceux qui ne sont pas radioactifs. Ils sont là, ils restent là, ils sont permanents, et donc le modèle de Rutherford ne marche pas. Et celui qui va le comprendre, c'est Niels Bohr. D'accord ? Et en 1913, donc 2 ans après que Rutherford ait fait son modèle, il va proposer un autre modèle de l'atome qui permet de comprendre le spectre de la lumière émise par l'atome d'hydrogène sans expliquer pourquoi le spectre est comme il est. Il va faire une hypothèse qui viole la physique classique. C'est ce qu'on appelle le modèle de Bohr. Il est le premier à proposer un modèle de l'atome contraire aux lois de la physique classique. Il dit, je ne sais pas quelle est la nouvelle physique qui vaut au niveau de l'atome, j'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que la physique classique est fausse. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'électron autour d'un noyau ne peut pas tourner n'importe où et ne peut pas tourner n'importe comment. D'accord ? Il peut tourner selon cette trajectoire-là, par exemple, une sorte de cercle, voilà. Puis il peut tourner sur ces 3 autres cercles ici, puis sur d'autres cercles, etc. Mais il n'a pas le droit de tourner sur un cercle qui est compris entre ces deux-là. La trajectoire que j'essaie de pointer là est interdite pour l'électron. Autrement dit, au lieu que l'électron puisse tourner n'importe comment sur n'importe quelle ellipse, conformément à ce que proposait le modèle de Rutherford, Niels Bohr propose un modèle dans lequel certaines trajectoires sont autorisées pour l'électron et toutes les autres sont interdites. Bon, ça c'est inexplicable. C'est une sorte de postulat, si vous voulez, qui n'explique pas. Qu'il justifie, mais sans donner une véritable explication. D'accord ? Et il ajoute un truc encore plus dingue. C'est que quand un électron tourne sur une orbite autorisée, par exemple sur le premier cercle que j'ai dessiné là, il ne rayonne pas d'énergie. Il ne rayonne pas de lumière. Donc il tourne sur une orbite autorisée sans émettre de lumière. Et ça, c'est contraire à l'électromagnétisme. L'électromagnétisme dit qu'une particule chargée qui tourne, elle émet de la lumière. Donc, vous voyez, il viole plusieurs fois la physique classique. D'accord ? Donc on pourrait dire, c'est un doudingue, il invente des modèles farfelus, un peu comme les physiciens qui essaient de montrer que la formule de Planck est fausse. D'accord ? Mais il a un argument, Planck. Bohr, pardon, Niels Bohr. Il a 22 ans à l'époque. C'est de dire
grâce à mon modèle, je comprends ces fréquences qui sont détectées expérimentalement. Pourquoi? Parce que je postule que l'électron qui ne peut pas émettre de lumière quand il tombe sur une orbite autorisée, il est quand même capable de passer de cette orbite-là, par exemple, à celle-ci. Ou bien de celle-là et de monter sur celle-ci si on lui donne de l'énergie. Autrement dit, dans mon modèle, l'électron est capable de faire un saut quantique, comme on l'appellera, entre une orbite autorisée et une autre orbite autorisée. Et quand il fait ça, il émet de la lumière. Ou bien quand il passe d'une orbite basse vers une orbite haute, il absorbe de la lumière, donc il faut qu'il y ait de la lumière qui soit là, il l'absorbe. D'accord? Et donc, par exemple, voilà l'énergie de l'électron quand il est sur le premier cercle. Voilà l'énergie de l'électron quand il est sur le deuxième cercle, puis le troisième cercle, etc. Donc vous avez une quantification de l'énergie. Il y a des valeurs autorisées pour l'énergie. Toutes les valeurs intermédiaires, celle-ci par exemple, ou celle-là, sont interdites. Eh bien, quand l'électron est là et tombe là, il va émettre une certaine énergie. Un photon d'une certaine énergie. Quand il est là et qu'il tombe là, il va émettre de la lumière qui en l'occurrence sera rouge. D'accord? Donc à chaque fois qu'il passe du niveau d'énergie EN au niveau d'énergie EM, il va émettre une fréquence lumineuse d'énergie nu NM égale à, donnée par cette formule, H nu NM est égal à EN moins EM. Ça, c'est des propriétés de la matière, de l'électron dans l'atome. Ça, c'est des propriétés de la lumière. Et donc la constante H, par ce biais-là, se trouve injectée dans la matière. D'accord? H, c'était la lumière, maintenant ça devient aussi la matière. Donc le travail de pénétration que j'évoquais tout à l'heure fait son chemin. D'accord? Après 14-18, je ne vous fais pas un dessin, alors plutôt j'ai fait un dessin, mais ce n'est pas des périodes propices pour la physique. Et au sortir de la Première Guerre mondiale, et de toute la barbarie qui l'a accompagnée, la physique quantique qui est en train de naître va bénéficier d'une aide indirecte mais précieuse, une aide très détournée, c'est la relativité générale. Vous savez que l'idée de la relativité générale, elle est venue à Einstein en 1907, quand il était au bureau des brevets à Berne. Je comptais vous en parler, mais j'ai pas le temps, donc on fera ça une autre fois. Mais cette idée, il va mettre 10 ans à la formaliser complètement, et donc il va publier ce qu'on appelle la relativité générale en 1916. D'accord? Donc lui, il ne fait pas la guerre, et il travaille, etc. Et il produit les équations d'Einstein en 1916, qui sont une révolution dans les relations entre l'espace, le temps, la matière et l'énergie, etc. C'est la relativité générale, dont j'ai pas le temps de parler. Mais ce que je veux vous montrer, parce que là on fait de l'histoire finalement, c'est que cette relativité générale va avoir un impact sur les jeunes, au sortir de la Première Guerre mondiale, extraordinaire. Parce que, en 1919, après la guerre donc, on va prouver qu'une des implications de la relativité générale est vraie. Et c'est Eddington, un physicien anglais, qui va monter une grande expédition qui prouve qu'effectivement, la lumière peut être déviée par la matière. Une étoile ou une galaxie est capable de changer le trajet de la lumière qui ne va plus en ligne droite, mais subit une déviation dont la valeur est égale à ce que prévoyait Einstein. D'accord? Et il suffit de lire les journaux de l'époque pour voir que cet événement-là va faire la une de tous les magazines. En 1919, tous les journaux parlent de relativité générale. À la une des journaux, hein. Ça vous donne une idée de ce que... Il y a même des explications, de la vulgarisation, des articles, pas toujours clairs, mais pas toujours... Il y a beaucoup de confusion, si vous voulez, mais on parle au grand public de relativité générale. C'est impensable aujourd'hui. Vous voyez même pas Le Monde faire sa une sur un truc quantique, quoi. En tout cas pas à pleine page. D'accord? Alors il faut essayer de comprendre psychologiquement pourquoi les gens se sont intéressés à la relativité générale à l'époque. Eh bien c'est que la Première Guerre mondiale, avec la barbarie qui l'a accompagnée, et avec le constat qu'une civilisation qui se croit la plus évoluée de la planète
est capable de céder à la barbarie la plus sauvage. C'est-à-dire que les gens à l'époque avaient de l'appétit pour les idées neuves, quelles qu'elles soient. D'accord ? Ils avaient un goût forcené pour l'innovation, un penchant pour les ruptures. D'où le dadaïsme, toutes les révolutions culturelles, artistiques qui ont accompagné cette période. Alors plutôt que de vous faire un long exposé là-dessus, je me contenterai de citer une phrase d'un roman de Emmanuel Berg qui s'appelle Sylvia. Il dit « La guerre avait laissé un certain désespoir dans le cœur de chacun. L'après-guerre fut néanmoins une époque d'espérance, de foi secrète. Les toniques ne manquaient pas. Les révolutionnaires avaient Lénine, les industriels avaient Ford, les savants Einstein, les psychologues Freud. Les gens voulaient des idées neuves. Et il se trouve que les travaux d'Einstein vont fasciner la jeune génération, notamment les gars de 17-18 ans qui sont au lycée ou dans des écoles d'ingénieurs, qui vont contribuer plus tard à l'invention de la physique quantique. Et en fait, quand vous regardez les pères fondateurs de la physique quantique, et ce sera mon dernier transparent, vous les avez à peu près tous là, je n'ai mis que les théoriciens, ceux qui vont inventer les nouveaux concepts qui vont permettre de comprendre la structure de la matière à petite échelle. Vous avez une première génération de type jusqu'à Iron Fest là, qui sont, disons, assez vieux. C'est ceux qui vont fabriquer ce que Paoli appellera l'Ancien Testament, c'est-à-dire une physique quantique qui s'imprègne encore beaucoup de valeurs, de concepts classiques. C'est une physique quantique qui n'est pas encore complètement quantique, qui reprend des idées de la physique classique, qui reste l'archétype, si vous voulez. Et puis vous avez des jeunes gars qui vont casser la baraque et qui sont tous nés entre 1900 et 1905. D'accord ? C'est donc des gars qui avaient moins de 20 ans quand on a parlé de relativité générale dans les journaux. Et il se trouve que tous vont étudier la relativité générale en autodidacte. Parce qu'évidemment, elle n'est pas enseignée. D'accord ? Ils vont l'étudier en autodidacte. Et puis, au bout de quelques années, ils vont délaisser la relativité générale pour s'intéresser à l'atome. Parce que l'atome est en crise. D'accord ? Mais le mécanisme, c'est le suivant. C'est que la relativité générale, qui n'a rien à voir avec l'atome, leur donne le signal qu'il se passe des choses en physique théorique. Et ils vont quitter leurs études d'ingénieur pour faire de la physique théorique. Et ayant mis le pied dans la physique théorique, ils vont changer de sujet et s'intéresser à l'atome. Et c'est eux qui vont faire la physique quantique. Et on pourrait donc dire que ce qu'ils vont faire collectivement pendant une petite décennie, entre 25 et 35, c'est l'équivalent collectif de ce qu'Einstein a fait tout seul en 1905. 1905, c'est l'année miraculeuse de la physique, comme on l'a appelé, parce qu'Einstein fait 5 papiers incroyables tout seul. Enfin, quasiment tout seul. Eux, collectivement, ils vont faire la même chose. Mais pendant plus longtemps, pendant une petite décennie. Et c'est absolument miraculeux. C'est-à-dire, quand vous regardez les papiers de ces gens, notamment les 2 années miraculeuses qui sont 1925 et 1926, vous comprenez même pas comment ils ont fait. Les gars de 22-23 ans, qui publient des articles incroyables, avec les nouveaux concepts. Et tout le génie européen fonctionne à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont des cultures nationales. Un Allemand comme Paoli, ou un Autrichien plutôt, parce qu'il était viennois, n'écrit pas la physique comme un Anglais comme Dirac, qui lui-même n'écrit pas la physique comme un Allemand comme Heisenberg, qui n'écrit pas comme un Russe comme Gamow, etc. Mais mis ensemble, toutes leurs contributions vont conduire par agrégation à un nouveau formalisme qui est la physique quantique. Et j'insiste sur ce point. Pour que la physique quantique advienne, il fallait les génies nationaux de tous les pays européens. Et le drame, moi je vis ça comme un drame, c'est que l'Europe, parce que c'est une invention européenne, il n'y a pas un Américain dans le tas. L'Europe a produit le meilleur, c'est-à-dire cette bande d'Olébrius, en même temps qu'elle a produit le pire. Hitler, Staline, Mussolini. Et l'ironie de l'histoire, c'est que tous ces gens vont devoir quitter l'Europe. À partir des années 33, comme Einstein, etc., ils vont quitter l'Europe, ils vont aller aux États-Unis parce qu'on les a chassés, et ils vont livrer la physique clé en main aux États-Unis. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose de tragique. Alors, pour finir, peut-être quelques noms. Einstein, Bohr, on en a parlé. Sommerfeld, qui était un vieux professeur, qui a formé tous ces jeunes-là.
Max Born, non, Hermann Weyl, qui va faire des travaux très importants, Max Born qui est là, Schrödinger qui lui est un type assez bizarre parce qu'il va écrire l'équation de Schrödinger en 1925 à la fin de l'année, mais il n'a rien fait avant, il a 37 ans. D'accord? Il n'a rien fait avant, et s'il était mort à 36 ans, on ne connaîtrait même pas son nom aujourd'hui. Je passe sur les circonstances qui lui ont fait découvrir son équation. Enfin, si j'en dis un mot, c'est que il l'a dit lui-même, il a trouvé l'équation de Schrödinger à l'occasion d'un voyage qu'il avait fait dans une station des sports d'hiver en Suisse, dans les Grisons, avec l'une de ses maîtresses, avec l'autorisation de sa femme. Et il a trouvé l'équation de Schrödinger à l'issue de ce qu'il a appelé un épisode érotique fulgurant et tardif. Il était obsédé par les femmes, Schrödinger. Malgré sa tête un peu sinistre, il a eu un nombre de maîtresses incalculable, non dénombrable, si vous voulez, sur lesquelles il a beaucoup écrit. Ehrenfest, grand ami d'Einstein, qui n'a pas fait de contribution absolument majeure en physique quantique, mais qui a joué un rôle très important parce que c'est lui qui a obligé tous les grands physiciens de l'époque, les créatifs comme il les appelait, à se parler. Donc il les invitait à l'aide où il avait un poste de professeur de physique, et il a obligé Einstein, Bohr, Paoli à discuter, à mettre leurs idées en contact pour voir si de nouvelles idées pouvaient en sortir. Et c'est lui notamment qui va provoquer au Congrès Solvay de 1927 tous les débats sur l'interprétation de la physique quantique. Il est mort tragiquement puisqu'il s'est suicidé en 1933 pour des tas de raisons sur lesquelles j'ai pas le temps de revenir. De Broglie, qui a été le seul physicien du XXe siècle à avoir le prix Nobel pour sa thèse, avec un autre qu'il a eu, qui est Toft, qui a eu, je crois, le prix Nobel en 99 pour les mêmes raisons. Mais De Broglie, il a fait quelque chose d'assez incroyable dans sa thèse en 1923. Paoli, né en 1900, mort en 1958, qui a écrit des articles de relativité générale publiés dans des revues à référer en terminale. En 1918, il avait 18 ans. Il a écrit des articles sur la relativité générale qui avaient été publiés en 1916 dans des articles à référer, dans des revues à référer. Donc il étudiait la relativité générale en lisant les articles d'Einstein pendant ses cours de maths. C'est pour vous donner une idée du calibre de ces gens. Bon, c'est lui l'inventeur du principe d'exclusion de Paoli, c'est lui l'inventeur du neutrino, il fait énormément de choses. Heisenberg, principe d'indétermination, lui aussi est né en 1902. Il publie le principe d'indétermination en 1925. Gamow, né à Odessa, en Ukraine, qui va lui aussi commencer par la relativité générale. Il va étudier avec Friedman, etc. Et puis il va s'intéresser ensuite à l'atome. C'est lui qui prédit une des premières implications de l'équation de Schrödinger, qui est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Il a une vie rocambolesque, il écrit des livres sur la physique quantique, Les aventures de M. Tompkins, dans lequel il met en scène un personnage qui rêve que la constante de Planck, au lieu d'avoir la valeur minuscule qu'elle a une valeur énorme. Et donc tous les effets quantiques qui sont cachés dans la vie courante deviennent perceptibles dans ses rêves. Donc il n'y a plus de droit de propriété, parce que la voisine peut débarquer chez vous par effet tunnel, en franchissant le mur, etc. Il n'y a plus de droit de propriété. On ne peut plus dire « je possède ce lit », à cause des fluctuations quantiques, etc. Uhlenbeck, le découvreur du spin. Dirac, né en 1902 à Bristol, qui va faire des choses absolument incroyables, et notamment prédire l'existence de l'antimatière, en essayant d'unifier la relativité d'Einstein et la mécanique quantique. Et puis un dont on parle moins, mais qui est un ovni, un extraterrestre, qui s'appelle Ettore Majorana, qui est né en Sicile, à Catane, en 1906. Donc on vient de fêter sa mort. Enfin, pardon, je dis une bêtise, on vient de célébrer son centenaire. On ne sait même pas s'il est mort et vivant, puisqu'il a disparu en 1938. Et c'est un type absolument incroyable. Autant ceux-là sont des génies, il n'y a pas de doute là-dessus, ce sont des génies. Mais on arrive, en travaillant beaucoup, à suivre leur raisonnement. Lui, c'est vraiment un extraterrestre. Il est hors catégorie, si vous voulez. Il est tellement hors catégorie qu'il a vite compris qu'il pouvait même plus discuter avec les physiciens de son époque. Et donc il s'est arrangé pour faire en sorte que ces articles soient lus 40 ans plus tard. D'accord ? Et on a célébré donc le centenaire de sa naissance à Catane au mois d'octobre 2006. Et j'y suis allé, il y a eu des présentations incroyables
de gens qui ont découvert dans les manuscrits de Majorana des idées ou des calculs qui ont été retrouvés 40 ans plus tard. Il a donné par exemple des brouillons à l'un de ses élèves avant de disparaître. Vous savez, il a dit qu'il a une vie rocambolesque que je n'ai pas le temps de raconter, mais il a disparu en 1938, à 31 ans, après 4 ans de violente dépression. Mais il s'est arrangé pour que ces articles ressortent beaucoup plus tard. Il en a donné notamment certains à ses étudiants. Après, il a disparu, il a pris le bateau pour Palerme, et on n'a plus trouvé sa trace. Il a annoncé son suicide, puis en fait, il a annoncé qu'il ne se suicidait pas, etc. C'est une histoire très mystérieuse, mais on a retrouvé certains de ses papiers, et on a notamment retrouvé dans un des articles qu'il a remis à l'un de ses élèves le jour de sa disparition, le formalisme de l'électrodynamique quantique, qui a été redécouverte en fait par Feynman beaucoup plus tard. Donc ce type avait tellement d'avance qu'il a préféré disparaître plutôt que de continuer à collaborer avec ses pairs. Et je pense que très bientôt vous allez entendre parler de Majorana, puisque tous les jours on voit une bombe exploser à son sujet. Et bientôt on va résoudre la question de savoir si les neutrinos sont des particules telles que Dirac les avait envisagées, ou des particules telles que Majorana les avait envisagées. La question se pose encore de savoir si les neutrinos sont les mêmes particules que leurs antiparticules ou si ce sont des particules différentes. Et c'est Majorana qui avait posé cette question. Bon, j'ai pas terminé l'historique, je suis désolé, mais j'avais peut-être prévu d'autres choses, donc je préfère m'arrêter pour que vous ayez le temps de poser une question. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, il y a une question là au premier rang. C'est au sujet de cet électron qui tourne sans émettre de rayonnement électromagnétique. Est-ce qu'on doit admettre cette impossibilité comme un paradoxe inexplicable, ou est-ce qu'on peut expliquer cette différence énorme entre la théorie quantique et la théorie classique? D'abord, le modèle de Bohr ne fait pas partie de la théorie quantique. Il a permis de la lancer. Le modèle de Bohr, il est faux. Hein. Il est faux. L'électron n'a pas une trajectoire comme Bohr l'avait imaginé. C'est simplement une étape qui a permis d'injecter la constante de Planck dans la matière et ensuite qui va conduire à la révolution des années 25. Le vrai formalisme de la physique quantique, c'est 23, 24, 25, 26. D'accord? Donc le modèle de Bohr, il est faux. Il est faux. L'électron n'est pas sur une orbite bien définie sur laquelle il ne rayonnerait pas. D'accord? Au passage, j'ai consulté les ouvrages, les manuels de seconde sur l'atome, et dans trop de manuels, on présente l'atome de Bohr comme l'atome d'aujourd'hui. D'accord? Dites-vous bien que dès lors qu'on vous dessine un atome, le dessin qu'on vous propose est faux. D'accord? Il n'existe pas de dessin vrai de l'atome. D'accord? Puisqu'on le verra la prochaine fois, la physique quantique, c'est ce qui permet de faire un travail iconoclaste à propos des représentations de l'atome. Donc avec des arguments quantiques, je pourrais vous expliquer pourquoi l'électron ne peut pas avoir l'atome qu'il aurait dans l'atome de Bohr. D'accord? Il n'y a pas de trajectoire possible pour l'électron. Il n'y a pas de représentation de l'atome possible avec une craie sur un tableau. D'accord? On pourrait dire, c'est la phrase de Schrödinger, qu'il avait d'ailleurs ulcéré, c'est que la physique quantique, telle qu'elle est interprétée de façon orthodoxe, conduit à la non-picturabilité des choses. Nous ne pouvons plus dessiner les objets de la physique. D'accord? Et ça va enclencher des frustrations terribles qui vont conduire à l'opposition entre Einstein et Bohr. Ou même plus généralement à l'opposition entre Schrödinger, Einstein, De Broglie, et puis tous les autres, Bohr, Pauli, Heisenberg, etc. L'opposition entre ceux qui disent la physique doit nous dire comment sont les objets et comment ils interagissent, comment leurs interactions développent des scénarios qui soient représentables dans l'espace et dans le temps, et puis ceux qui disent, ben non, dessiner un atome, dessiner des objets quantiques, c'est impossible. La seule chose qu'on pourra faire, c'est prédire les résultats des expériences que nous ferons sur eux. Donc vous voyez qu'il y a deux visions de la physique qui vont s'opposer. Ceux qui disent la physique doit être une vision du monde,
et ceux qui diront non. Ça, c'est de la métaphysique. La physique doit simplement nous dire quelle est notre interaction avec le monde. D'accord ? Et donc, ceux-là accepteront parfaitement la frustration qui peut naître du fait que les objets ne sont pas représentables par des dessins. Donc, si vous avez la possibilité de faire passer le message, qu'on ajoute au moins dans les manuels scolaires une petite phrase disant que le modèle de bord est faux. Attendez, on va vous passer un micro, monsieur. Là, sur bord, il y en a une. Là. Oui, bonjour. Justement, je suis prof de physique-chimie et donc j'ai enseigné en classe de seconde. Et vous imaginez bien effectivement la difficulté qu'on peut avoir à expliquer à des élèves de 15 ans ce qu'est réellement un atome. Donc on prend effectivement tout un tas de précautions quand on fait ce chapitre. On présente évidemment d'abord le modèle planétaire tel que vous l'avez présenté. On s'empresse... Excusez-moi, je vous vois pas. Je suis là, pardon. Là. Ah, ok. On s'empresse bien sûr évidemment de dire que ce modèle est faux, puis ensuite on présente le modèle de bord en disant qu'il se rapproche effectivement plus de l'objet réel, puis on dit que ce modèle est faux, mais de toute façon, à cet âge-là, on est forcément obligé de passer par un modèle qui certes n'est pas vrai, mais voilà. Mais moi j'ai rien contre les modèles, parce que de toute façon, d'un point de vue heuristique, d'un point de vue historique, ils ont joué un rôle heuristique fondamental. Sans modèle de bord, il n'y aurait pas eu physique quantique sans doute. Donc c'est capital. Simplement, il faut montrer que c'est une étape vers d'autres conceptions qu'on n'est pas obligé d'évoquer, mais qu'on doit simplement, dont on doit signaler l'existence. Vous voyez, ma furie en lisant les manuels ne vient pas d'ailleurs de l'atome de bord. Elle vient du fait que dans 3 manuels sur les 10 que j'ai lus, alors c'était il y a 3 ans, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, ils ont peut-être été corrigés, il y avait un contresens sur l'expérience de Rutherford. Contresens flagrant. Je vous rappelle ce qu'a été l'expérience de Rutherford en 1911. Rutherford prend une feuille d'or, donc une feuille très mince, constituée d'or, particules d'or. Et il envoie sur cette feuille d'or des particules alpha. Bon, en fait, on ne savait pas très bien ce que c'était à l'époque, c'est des noyaux d'hélium, peu importe, c'est des particules, pas mal d'énergie, qui sont issues d'un atome radioactif. Et à l'époque, la conception qu'on avait de la matière laissait entendre que ces particules alpha devaient traverser la feuille d'or. Elles devaient toutes traverser la feuille d'or, certaines étant éventuellement déviées légèrement de leur trajectoire rectiligne par la présence des charges positives et négatives qui sont présentes dans la matière. D'accord ? Et la surprise, quand Rutherford a fait l'expérience, notamment de 2 de ses étudiants, ça a été de voir que une petite proportion des particules alpha faisait demi-tour. Elles rebondissaient sur la feuille d'or, alors que Rutherford s'attendait à ce qu'elles traversent toutes. Bon, il a gambergé pas mal de temps, mais dans son cahier de manip, il dit le jour même, j'ai été aussi surpris que si on m'avait dit qu'une balle de revolver était capable de rebondir sur une feuille de papier à cigarette. Vous avez des particules de haute énergie qui rebondissent sur une feuille très mince, ça paraît absurde. Elles devraient traverser. D'accord ? Et c'est après réflexion qu'il en a déduit que en fait l'atome était plein de vide, etc., etc. Eh bien ça donne dans quelques livres de secondes, j'espère qu'ils ont été corrigés, ça donne ceci. Compte tenu des connaissances qu'on avait sur la matière à l'époque, Rutherford s'attendait à ce que toutes les particules rebondissent. Oh surprise, quelques-unes passent au travers. Conclusion, la matière est faite de vide. Comment voulez-vous qu'un élève comprenne? Alors j'en ai parlé à des profs de physique qui m'ont dit qu'effectivement ils avaient commis l'erreur et ils m'ont dit c'est pas grave, ce qui compte c'est la conclusion. Et là je suis entré en furie. Oui, concernant ce modèle des atomes,
il existe effectivement des électrons qui doivent se trouver à un moment, à un lieu, et qui doivent certainement aussi avoir une certaine vitesse. Et est-ce qu'on ne peut pas faire un système, au lieu de faire représenter par un système physique, mais par un système dynamique, c'est-à-dire en image de synthèse, en image 3D, qui permettrait de modéliser cet atome? Non. La réponse est non. Il y a une question Mais, là. non, la réponse, ça sera la réponse plus complète, ça sera dans les 2 cours qui vont venir. Mais j'ai déjà massacré l'historique. Si je massacre le formalisme, ça va plus aller. L'aboutissement, finalement, de tous ces travaux, c'est que la matière et l'énergie s'échangent par paquets. Et à un moment donné, vous avez même dit, finalement, un quantum, c'est de l'énergie. Alors, est-ce qu'on peut dire Non, un quantum d'énergie, c'est de l'énergie. Hein. Il y a d'autres quantums, oui, d'autres quantas. Est-ce que ça remet en question, pour les physiciens, la définition qu'on doit donner de la matière et la définition qu'on doit donner de l'énergie? Et d'autre part, pourquoi la constante H a sa valeur? Ça, j'en sais rien. Pourquoi la constante H vaut... Enfin, il faut demander à Dieu pour ça. Moi, je n'ai pas de relation personnelle avec Dieu, donc je ne sais pas pourquoi H vaut ce qu'elle vaut. Maintenant, définition de l'énergie, non. Définition de la matière, on n'a pas de définition de la matière, donc tout va bien. On ne peut définir la matière que de façon négative. C'est-à-dire, nous, ce qu'on appelle la matière, c'est ce qui n'est pas esprit, ce qui n'est pas conscience, ce qui n'est pas projet. Voilà, donc après, on peut attribuer des propriétés à la matière qui sont celles qu'on tire de l'expérience courante. Par exemple, on peut dire la matière, d'après ce que je vois en regardant ce bureau, elle est solide, elle est impénétrable, elle est localisée dans l'espace, elle se conserve. Donc on peut non pas la définir, mais la caractériser. Et bien ce que montre la physique quantique, mais j'en ai pas dit assez pour que vous en ayez conscience, c'est qu'aucune de ces propriétés ne subsiste au niveau microscopique. Les particules ne sont pas localisées dans l'espace, la matière ne se conserve pas, les objets quantiques n'ont pas une géométrie bien définie, etc. Donc toutes les propriétés de la matière macroscopique sont inexistantes ou transformées en autre chose, on verra comment, au niveau microscopique. Mais on n'a pas de définition de la matière, hein, de même que on n'a pas de définition du temps, les concepts fondamentaux n'ont pas de définition. Puisque les définir, ça voudrait dire les rapporter à des concepts plus fondamentaux qu'eux-mêmes. La matière, c'est un concept fondamental, le temps, c'est un concept fondamental. On ne peut pas déduire le temps d'autre chose que le temps. Il y a une autre question au fond de la salle. Bonsoir. Oui. Alors, excusez-moi pour la question que je lui ai posée, mais je voulais savoir comment, si au niveau atomique, avec l'électron, donc l'électron tourne, de façon théorique autour du noyau, comment on peut aboutir à une cohérence de la matière? Comment ça se fait que ça se tient, que vous êtes vous et que je suis moi? Alors pourquoi je suis moi et pourquoi vous êtes vous? Non, mais juste, c'est une bonne question et en même temps que je ne sais pas y répondre. C'est-à-dire, ce qu'on verra la prochaine fois, c'est qu'effectivement, les particules quantiques sont des objets indiscernables quand elles sont identiques. Autrement dit, si vous et moi nous étions des particules quantiques, par exemple, vous un électron et moi un électron, si je prenais votre place dans le système auquel vous appartenez, et si vous preniez ma place dans le système auquel j'appartiens, pour l'univers, rien ne changerait. Autrement dit, vous n'auriez pas d'identité personnelle. Toutes les particules identiques seraient indiscernables au sens où on peut prendre n'importe laquelle de ces particules et la mettre à la place de n'importe laquelle de particules de n'importe laquelle autre sans que le monde change. Et donc, la question de l'identité propre de chacun d'entre nous est quelque chose qui relève d'autres arguments que ceux que la mécanique quantique utilise à propos des particules. Bon, je ne sais pas si j'ai été très, très clair, mais votre question est vaste. Hein. Qu'est-ce qui fait que moi et moi, qu'est-ce qui fait que moi je suis moi Question d'identité, au sens personnel du terme,
est une question que je n'aborderai pas ni dans le deuxième ni dans le troisième cours. On va prendre... levez la main s'il y a d'autres questions qu'on voit à peu près. Voilà, bon, on va en prendre 3, ça va? 3 questions, il y a un impératif. 3 si les réponses sont pas trop longues. Voilà. Ça dépend de moi, les réponses. Oui, vous avez tout à l'heure parlé de relations 1 sur d au carré, la distance, valable aussi bien en électrostatique que pour la gravitation. Qu'est-ce que ça implique en fait? Parce que quand on développe le modèle de Bohr, on utilise parfaitement toutes ces relations de mécanique classique avec ça, et on retrouve parfaitement ce qu'a donné les raies de Balmer. Alors, qu'est-ce que ça implique en fait en profondeur ce 1 sur D2? Non mais le 1 sur D2, il n'est pas à l'origine du modèle de Bohr, il est à l'origine du modèle de Rutherford. Dans le modèle de Rutherford, la loi 1 sur R2 dit que les orbites des électrons sont des ellipses. Mais des ellipses de n'importe quelle dimension. C'est-à-dire l'électron peut avoir n'importe quelle trajectoire elliptique autour du proton. Il y en a qui peuvent être très loin du proton, d'autres très proches. Toutes les valeurs intermédiaires sont autorisées. Et ça conduit à l'effondrement dont j'ai parlé, parce que l'électron, à la différence de la Terre, il rayonne de la lumière quand il tourne. La Terre ne tombe pas sur le Soleil parce qu'elle ne rayonne pas d'énergie, du fait de son mouvement. Alors que l'électron, du fait de son mouvement, perd de l'énergie et donc tombe. D'accord? Donc, la similitude entre système planétaire et atomes est en fait inexacte à cause du fait qu'une particule chargée rayonne de l'énergie du fait des lois de l'électromagnétisme, alors qu'une masse comme la Terre ne rayonne pas d'énergie du fait des lois de la gravitation. C'est ça la grosse différence. D'autres questions? Oui, là, au 4e rang. Oui, lorsque Planck fait comme si Boltzmann avait raison en introduisant dans ses équations, est-ce que c'est pas pour démolir sa statistique à Boltzmann? Non, il a... D'abord, j'étais un peu caricatural tout à l'heure, j'ai dit que Planck n'était pas atomiste. Il ne croyait pas à l'atome. Mais en fait, en 1900, il avait un peu changé d'avis. Il était conscient que l'hypothèse atomique... Ce qu'il n'aimait pas, c'était les modèles d'atomes. Parce qu'il y avait déjà des représentations d'atomes faites par, non pas Boltzmann, mais par d'autres. Et là, il disait que ces modèles étaient parfaitement arbitraires, et c'est plutôt à propos de ces modèles que sa contestation était la plus vive. Mais il se rendait compte quand même que l'hypothèse atomique était très commode pour expliquer notamment les comportements chimiques, etc. Et donc, je pense qu'en 1900, il était quasiment atomiste. Par contre, il continuait à croire que l'entropie était une grandeur fondamentale qui n'avait pas à être interprétée en termes atomiques. D'accord? Donc, acte de désespoir parce qu'il cède, et en même temps, il est bien obligé de constater que sa formule fonctionne. Et si elle fonctionne, alors qu'il l'a trouvée par des moyens qui étaient les siens et qui étaient très différents de ceux dont Boltzmann lui-même serait parti, ça voulait dire que il avait tout fait pour qu'elle ne fonctionne pas, et elle fonctionnait. Donc là, il est obligé de s'interroger sur... Mais comme le epsilon égale h nu n'apparaît pas directement, il a dû penser que c'était une étape intermédiaire de calcul qui n'avait pas de conséquences sur la réalité physique, qui était simplement un truc calculatoire qui permettait de faire converger l'intégrale. En gros, c'était ça le problème. Dernière question. Bonjour. Vous nous avez présenté beaucoup de choses qui sont fausses, puisque vous avez passé longtemps de présenter des modèles disant celui-là il est faux, cette formule elle est fausse, etc. La formule de Planck, est-ce qu'elle est fausse? Non. Le nombre d'atomes est fini. Il y en a, j'ai lu un article en première page d'une gazette, je sais plus, on a récemment découvert un atome qui avait une masse de 300. Enfin, donc il y a maximum 300 modèles d'atomes. Les niveaux d'énergie sont eux aussi discrétisés. Donc le nombre de combinaisons qu'on a sur les différents atomes et les différents niveaux d'énergie qu'ils ont est fini, ou du moins discrétisé. Donc la formule qui parle d'une densité d'énergie avec un nu qui peut prendre n'importe quelle valeur,
ça suppose que nu est une constante, qui est une variable qui peut être continue. Or, les modèles que vous nous présentez, le nombre de modèles d'atomes qu'on connaît est fini, le nombre de niveaux d'énergie est fini, le nombre de valeurs possibles de nu est donc fini, ou du moins discret. Non, nu c'est une variable continue. Si on Il y peut a des l'obtenir, rayonnements de n'importe quelle longueur d'onde. Par contre, un rayonnement de longueur d'onde donnée ou de fréquence donnée est structuré en quanta. Il ne peut échanger son énergie que par quanta de valeur h nu. Mais toutes les valeurs de nu sont possibles. Mais à chaque fois que vous changez la valeur de nu, vous changez la nature de rayonnement. Vous changez sa fréquence. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les valeurs de nu sont possibles. Mais quand vous avez un rayonnement de fréquence nu, il est structuré en paquets d'énergie h nu. C'est pas contradictoire. c'est-à-dire que toutes les Donc c'est valeurs de nu- l'énergie qui est discrétisée dans le rayonnement et non pas la fréquence du rayonnement. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Oui. Voilà. Merci Étienne Klein.